Rebonsoir, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous pour votre émission Zoom sur. Alors, la gravité de la situation de ce nouveau variant Omicron nous invite à parler encore une fois dans Zoom sur de la Covid-19, bien sûr. C'est un sujet qui préoccupe les Mauritaniens, qui est le monde entier, bien entendu. Et ce soir, nous avons avec nous, pour en parler, le docteur Mohamed Yahya Sidi Mohamed, qui est à ma droite, qui est médecin-chef de la Mourata d'Elmina. Bonsoir, docteur Mohamed Yahya. Et également avec nous ce soir pour parler du sujet Covid, docteur Ahmed Haj, qui est médecin-chef de la Mourata de Riyad. Donc, bienvenue à vous, monsieur, sur ce plateau de Zoom sur. Avant d'entamer les discussions, je vous invite à suivre le point de presse hebdomadaire plutôt quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons réalisé 3777 nouveaux tests, dont 238 PCR. Le cumul des tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 758 563, dont 198 825 PCR. Les cas positifs, les nouveaux cas enregistrés aujourd'hui sont au nombre de 404, les nouvelles guérisons sont au nombre de 825. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 55 395. Le cumul de guérison est de 42 625. Pour les performances des tests, durant les dernières 24 heures, nous avons en rouge 3 régions, à savoir Linchiri, Nouakchott Ouest et Nouakchott Sud. Pour l'évolution de la 4e vague, la courbe montre qu'on est au 6e jour de baisse de nombre de cas consécutifs. Aussi, les taux de positivité continuent à baisser, les taux de positivité globale et chez les voyageurs. Pour le niveau d'activité de la pandémie, nous avons aujourd'hui 4 régions qui sont en dessous de 10% de positivité. Par contre, les cas actifs continuent, les chiffres des cas actifs dans certaines régions est toujours très important. Pour l'hospitalisation, nous avons enregistré 16 hospitalisations durant les dernières 24 heures, dont un malade sous oxygène. Nous avons aussi enregistré un décès durant les dernières 24 heures. Les sorties d'hôpital durant les dernières 24 heures sont au nombre de 16. Le cumul des hospitalisés depuis le début de la pandémie est de 5 655. Le cumul, dont 1335 cas graves. Le cumul de décès est de 909. Pour le tableau des hospitalisés, nous avons au total enregistré durant les dernières 24 heures 15 nouvelles hospitalisations pour cas simples et une nouvelle hospitalisation pour cas graves. Au total, aujourd'hui, dans les différentes unités de prise en charge, nous avons 82 hospitalisés. Pour les lits disponibles, nous avons aujourd'hui 290 lits dans l'hospitalisation conventionnelle, lits disponibles, et 37 lits disponibles dans la réanimation. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 4 551 premières doses, 2 985 secondes doses et 338 troisième doses. Les régions en dessous de 30% durant les dernières 24 heures, en rouge sont l'Adrar, le Tagan, Tirzemour, Linchiri et Nouakchott Sud. Pour les couvertures, pour les personnes de 12, les adolescents de 12 à 18 ans, les couvertures en première dose ont atteint 18%. Pour les personnes, 18% des personnes ayant reçu au moins une dose, ça veut dire les couvertures de la première dose. Pour les personnes supérieures à 18 ans, les couvertures en au moins une dose sont, la couverture est à 59% de la cible qui est de 2 218 432. La couverture en complètement vacciné à 43% et la couverture en troisième dose ou en dose de rappel est de 0,9%.
Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez sur notre plateau Zoom Sur. Alors, nous allons parler, faire un état de la situation de la Covid-19 dans notre pays avec nos deux invités pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Alors, depuis mars 2020, Dr Mohamed Yahya, la Covid-19 a provoqué quand même pas mal de morts, plus de 6 000 personnes. Quel est aujourd'hui le niveau de la propagation de la Covid-19 dans notre pays, même si le département de la santé vient quand même d'annoncer une légère baisse au niveau de la courbe? Merci. Je remercie l'émission Zoom Sur de nous donner l'occasion de contribuer, même modestement, à cet effort national pour juguler cette pandémie. Je voudrais tout d'abord lever le voile sur une confusion qui se fait très souvent dans l'esprit de certains, à savoir la nature même d'un virus. C'est un organisme qui possède une molécule d'ARN ou d'ADN, ce qui en fait un être vivant. Seulement, le propre des êtres vivants, c'est d'avoir ce qu'on appelle un métabolisme, c'est-à-dire la propriété de produire les nutriments nécessaires à leur survie. Ça lui fait défaut, ça le rattache au monde inerte. On dit alors que c'est un être à cheval entre le monde inerte et le monde vivant. Et cette incapacité de produire ses propres nutriments en fait un parasite par excellence. Pour en revenir à notre sujet, en décembre 2019, le monde s'est trouvé confronté à un fléau méconnu ou inexistant jusque-là. Les conditions de son apparition sont sujets à controverse, plein de théories sur les conditions de son éclosion. En tout état de cause, il est là et il a fallu composer avec. À l'instar du reste du monde, la Mauritanie a compris que ce virus provoque une infection des voies respiratoires. De là ont découlé les mesures qu'on appelle barrières et qui, jusqu'à présent, sont la pierre angulaire de lutte contre ce virus. Donc, nous avons connu jusqu'à présent 3 vagues et nous en sommes à notre 4e. Cette 4e n'est pas comme les précédentes. C'est une vague à un variant du virus particulièrement contagieux, bien que le constat est que l'infection est moins gravissime, mais il se propage d'une manière tellement rapide que la loi du nombre étant là, faisant le jeu, cette propagation rapide peut produire des cas graves proportionnellement. Et c'est la crainte générale et que ces cas graves surpassent les capacités de prise en charge du pays, que ce soit le nôtre ou un autre. Donc ça, c'est une vision générale. Tout le monde fait de sorte pour endiguer cette propagation de façon à étaler les cas dans le temps et donc à un moment précis faire face au moins des cas graves possibles. Et c'est ça l'objectif. Comme le disait tout à l'heure
le directeur de la santé. Nous avons connu un pic le 5 de ce mois. C'était, je pense, à 26% de positivité de l'ensemble des tests réalisés. Et depuis, une timide tendance à la baisse a été constatée. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 10% de positivité de l'ensemble des tests réalisés. Et donc, c'est plutôt rassurant. Et au niveau de votre muqata, d'Elmina? Notre muqata obéit à la tendance nationale. Nous sommes actuellement à environ exactement ça, 10% de positivité de l'ensemble des tests. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du variant Omicron. C'est pas bon. Faut que tout le monde soit un petit peu clair dans l'esprit de tout un chacun que c'est pas parce que c'est un variant qui est, disons entre guillemets, moins grave que vraiment il faut faire moins attention parce qu'il se propage rapidement, mais il est moins grave. Moins grave dans la mesure où il produit moins de cas qui nécessiteraient une prise en charge intensive. Mais ceci est compensé largement par sa tendance à se propager à une vitesse. Voilà. Ceci compense cela. Et donc, s'il est moins grave sur le plan clinique, il est plus grave sur le plan de la contagion. De la contagiosité. Voilà. D'accord. Alors, docteur Ahmed El Hadj, dites-nous au niveau de Riyad, comment ça se passe, le niveau déjà de sensibilisation, avant d'arriver à la sensibilisation, mais le niveau de propagation du virus au niveau de Riyad. En ce qui concerne le Muqata'a de Riyad, nous sommes dans une période Covid, comme toute la Mauritanie et tout le monde entier. Nous, à notre niveau, nous sommes en train c'est-à-dire de prendre toutes les mesures nécessaires. En ce qui concerne Riyad, nous avons commencé la vaccination, c'est-à-dire nous avons 10 équipes sur le terrain fixe et nous avons 5 équipes d'intervention rapide pour les localités éloignées ou bien pour les localités qui ne sont pas, c'est-à-dire obéies de la vaccination. Et aussi nous avons une communauté civile qui est en train de faire la sensibilisation et la distribution des masques. Et nous avons aussi une autorité qui partage les soucis avec nous. Et nous sommes c'est-à-dire sur le terrain, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie. Est-ce que la population de Riyad répond vraiment à toutes ces mesures, positivement, je veux dire? Bon, plus ou moins, la population de Riyad, nous avons une société vulnérable à Riyad. Il y a certains c'est-à-dire intellectuels, qui connaissent les dangers. Il y a d'autres illettrés qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire les Covid. Il y a des ignorants même qui disent que les Covid, c'est des histoires. Donc il y a tout ça dans notre... mais l'essentiel dans tout ça, c'est de mettre la population, c'est-à-dire de faire croire aux populations que Covid est une réalité. Et c'est dans tous les domaines, dans les marchés, dans les écoles et partout, quoi. Et c'est qu'on est en train de mener le combat pour que les gens comprennent les dangers de cette épidémie et prendre les mesures. Et chaque jour,
on les explique qu'est-ce que ça veut dire les Covid et les moyens de protection, c'est-à-dire les 4 moyens de protection, les masques, c'est-à-dire le lavage des mains et la distance entre les personnes. La Mauritanie, à l'instar des autres pays dans le monde, parle d'une 4e vague, d'une nouvelle vague de la pandémie. Est-ce qu'en tant que docteur, vous pouvez nous expliquer vraiment les caractéristiques de cette 4e vague-là? La 4e vague est une vague silencieuse. C'est une vague qui est imprévue, quoi. Nous étions en train de faire, heureusement pour nous les Mauritaniens, nous sommes en 5e campagne de vaccination Covid. Nous avons fait la première campagne, la deuxième, et à peine on était en train de faire la 5e campagne. Bon, il y a les cas c'est-à-dire l'épidémie qui est en train de ravager le pays. Bon, heureusement pour nous, notre pays a une stratégie très claire, en tout cas pour nous, les hommes de terrain. Nous avons déjà, surtout dans notre Muqata'a que je parle, nous avons une unité Covid, nous avons un endroit là où on fait les prélèvements, la vaccination et l'hospitalisation dans notre centre de santé. Bon, c'est une stratégie de l'État que je remercie c'est-à-dire notre gouvernement pour ça. Parlons de la haute transmission de Omicron, du variant Omicron. Est-ce que les autres variants sont toujours présents, le variant Delta et d'autres variants en Mauritanie? Et pour l'instant, les gens sont beaucoup plus concentrés sur le variant Omicron. Bon, comme vous le savez, les maladies virales, ce sont des maladies symptomatiques. L'Omicron est une maladie virale, comme toute la Covid. Le Covid-19 est une maladie virale. Jusqu'à présent, les gens c'est-à-dire les connaisseurs dans le monde, chaque jour, ils ont une idée sur Delta ou Omicron ou des choses comme ça. On sait qu'on est devant une épidémie virale. Et on sait que les maladies virales, leur traitement est symptomatique. Et il est mieux d'avoir la protection avant de rentrer dans le... Quand vous dites le traitement est symptomatique, de quoi voulez-vous parler? Je parle pour que ce soit plus précis dans l'esprit de... Je parle que nous, en tant que médecins, on est devant une épidémie virale. Les épidémies virales, c'est partout dans le monde. Il y a les Covid, il y a l'Ebola, il y a beaucoup de maladies. C'est-à-dire, on se repose devant cette épidémie. La première chose, d'avoir une bonne protection. La deuxième chose est de prendre les mesures nécessaires pour que cette épidémie passe avec les moins de dégâts. La troisième chose, au cas où l'épidémie est en pic, on fait la stratégie, une bonne stratégie pour éradiquer l'épidémie. D'accord. Nous reviendrons sur les stratégies tout à l'heure. Alors, docteur Mohamed Yahya, dites-nous, est-ce qu'on peut attester de la présence d'autres variants qu'Omicron, Delta par exemple? Oui, comme le disait docteur Ahmed, déjà cette nomenclature Delta, Omicron, nous oriente vers l'alphabet grec. Alpha, theta, bêta, gamma, ainsi de suite. Ça veut dire que ces deux noms ne sont que, en fait, appartiennent à une série. C'est vrai que le Delta et l'Omicron, ce sont les variants qui ont le plus fait parler d'eux. Du fait de leur agressivité et l'Omicron de sa tendance à la propagation très rapide. Mais il est certain qu'il y en a eu d'autres qui sont là, qui ne font pas beaucoup parler d'eux, du fait de leur banalité peut-être, des symptômes peut-être très discrets ou inexistants qu'ils
Mais n'empêche que ces variants sont quand même ils mortels. existent. Alpha, Theta, je ne sais pas moi, tout l'alphabet grec peut-être est là. Mais le Delta et l'Omicron sont les chefs de file qui font parler d'eux du fait de leurs caractéristiques très particulièrement agressives. Selon vous, en tant que médecin, il y a beaucoup de régions ou de villes qui comptent beaucoup plus de nombre d'infectés que d'autres. Qu'est-ce qui explique cela? Par exemple, Nouakchott et Nouadhibou, on fait face quand même à beaucoup de cas de Covid. On ne peut l'expliquer que par le niveau de nos connaissances. Nous savons que pour limiter la propagation, il faut des mesures. Les mesures sont bien connues, ils ont été dits et redits, et on continue à les répéter. Il faut vacciner aussi. Il faut moins de promiscuité. Nouakchott et Nouadhibou sont je peux dire, les métropoles de la Mauritanie, en fait. Ce sont les villes qui hébergent le plus de monde, où les marchés sont bondés. Et peut-être que les mesures ne sont pas très observées. Et donc, ceci est le lit pour l'éclosion d'une propagation rapide. Nous avons à un certain moment demandé que l'accès au marché soit assujetti à la présentation d'une carte de vaccination et au port d'un masque. Parce que les marchés, c'est vraiment le lieu où le virus circule le plus? Voilà, se propage le plus. Le rapidement? Oui. Ça aurait été vraiment bien qu'une telle mesure soit prise. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Faudrait, nos marchés... On se désole de voir les marchés avec des gens, les visages découverts, se côtoyant, jouant au coude à coude. On espère que ça... Alors, pour parler du système sanitaire africain que nous connaissons, une des caractéristiques du système de notre continent est la fragilité des systèmes de santé. Et les Mauritaniens peuvent avoir un petit peu... Enfin, la Mauritanie ne fait pas exception, bien entendu. Et on peut craindre de la gravité des situations que les gens éprouvent de sérieuses craintes, par exemple. Mais qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le système sanitaire mauritanien? Ce qui fait que les populations peuvent être rassurées d'une certaine manière? La crainte, elle n'est pas seulement africaine, elle est mondiale. Nous avons vu des systèmes de santé sans commune mesure avec les systèmes de santé africains s'écrouler, être débordés carrément. C'est le cas de plusieurs pays en Europe, malgré leurs moyens colossaux. La crainte de chaque pays, c'est que la loi des nombres jouants, la proportion de cas graves, dépasse les capacités de prise en charge. Ça, c'est la crainte partagée par tout le monde. Et donc, ces mesures barrières, cette vaccination, toutes ces mesures visent à, comme je le disais tout à l'heure, étaler les cas graves qui surviendront certainement dans le temps. Pour qu'autant le nombre de malades qui nécessitent une prise en charge intensive ne soit pas supérieur aux moyens mis en place. Aux moyens que nous avons. Justement, parlons des moyens pour faire face à l'accroissement des personnes affectées par Covid-19 chez nous, notamment dans votre Mourata. Oui. Cette maladie est une maladie essentiellement respiratoire. Et
le premier facteur qui donne la mort, c'est la détresse respiratoire. On parle aussi d'une tendance à la coagulabilité du sang qui peut donner des accidents vasculaires. Mais en premier lieu, c'est une maladie du système respiratoire et la détresse respiratoire est au premier plan. Et donc, dès que cette quatrième vague a vu le jour, dès que nous avons été sûrs qu'il s'agit bien d'une vague et que les chiffres vont en augmentant, toutes les muqata'a du pays ont été sommées d'aménager une salle qui pourrait héberger des malades graves en attendant leur transfert dans un hôpital. Ceci dans l'optique que les hôpitaux pourraient être submergés, Et donc, qu'il faut dans ce cas une structure d'accueil qui pourrait donner une prise en charge correcte en attendant le transfert. Et donc, je pense que toutes les muqata'a ont de l'oxygène en bouteille. C'est le cas d'Elmina. Oui. De l'oxygène en bouteille et quelques lits en cas de besoin. Nous n'en sommes heureusement pas arrivés jusque-là. Les hôpitaux enfin, on commence quand même à avoir une certaine expérience. Nous avons traversé 3 vagues. Donc, depuis la 3e vague, les hôpitaux ont été sommés d'avoir chacun un pavillon de prise en charge Covid prêt à être mobilisé en cas de survenue d'une vague. Et c'était le cas. Effectivement, ils ont chaque hôpital est actuellement doté d'un pavillon de prise en charge Covid avec un certain nombre de lits selon ses possibilités. D'accord. Et docteur Ahmed, est-ce que c'est le cas de Riyad? Est-ce que vous aussi, vous disposez d'un système hospitalier ou des moyens déjà pour faire face à l'accroissement des cas de Covid avec cette 4e vague? Dans le Muqata'a de Riyad, nous avons une unité anti-Covid complète. C'est-à-dire, d'abord, nous avons commencé par le personnel. Nous avons rétabli une liste de permanence pour les personnels, c'est-à-dire qui sont bien entraînés au cas où il y a des malades, de les dépister. Et au cas si c'était c'est-à-dire les signes simples, comme heureusement Omicron, c'est un virus pacifique par rapport au début de l'épidémie. Donc nous, au niveau de Riyad, nous avons une unité Covid complète où tu peux se faire vacciner et tu peux aussi dépister. Toute malade symptomatique doit être dépistée. Et nous avons aussi une salle d'hospitalisation. Heureusement, nous n'avons pas arrivé, comme le docteur dit, assez... Donc il n'y a pas eu de déficit d'hospitalisation au niveau de Muqata'a de Riyad? Vous savez, au Muqata'a de Riyad, nous avons une stratégie simple. Nous avons élaboré une salle d'hospitalisation, une grande salle de 10 lits. Et nous avons aussi une unité qui fait le dépistage, nous avons une unité qui fait la vaccination. En rentrant au centre de Riyad, vous allez trouver les lavages des mains, c'est-à-dire les moyens de protection. Et il y a des personnels qui sont spécifiquement, c'est-à-dire leur rôle, c'est de donner les masques et dire aux gens de faire laver les mains. Et après, quand tu passes dans le centre de Riyad, vous aurez déjà une unité
spécialisée pour Covid. Donc cette unité constitue des infirmiers et des médecins qui vont vous poser des questions, ils vont voir, c'est-à-dire vous faire voir quels sont les signes que vous avez, vous présenter. Avant le dépistage. Justement, Voilà. quels sont les moyens que Voilà. vous disposez pour les capacités pour dépister les cas de Covid? Nous avons une équipe qui fait la consultation. Si par exemple la personne rentre dans le centre, et il sera consulté et on va voir les signes cliniques qu'il a. Et si les personnes, c'est-à-dire les médecins ou le personnel médical jugent que vraiment ce monsieur a des signes cliniques, il passe à l'unité Covid. Tout simplement, il serait dépisté et on va voir s'il est positif. Nous avons des mesures de barrières. Nous avons des mesures de barrières. Et quand vous êtes dépisté, vous êtes positif, vous avez des signes simples et on va vous donner des masques, en quantité de masques. Et le médecin va lui prescrire les traitements. Il va lui donner un rendez-vous et il va lui donner aussi des recommandations d'être isolé, de se laver les mains et d'éviter de s'approcher aux autres. En conclusion, nous avons une stratégie simple et efficace. On n'a pas peur de ce genre. Est-ce que vous avez une idée des capacités dont le pays dispose en production d'oxygène et des disponibilités en produits de laboratoire? Bon, sincèrement, j'aimerais que les centres de santé de l'Est, de Nouakchott Sud, seront renforcés avec l'oxygène. Et avec aussi des moyens de masques, c'est-à-dire de matériel de protection. Ça, je vous dis ça sincèrement. Docteur Mohamed, vous avez une idée, je vous pose la même question, Oui. de la capacité en production d'oxygène et aussi de la disponibilité en produits de laboratoire dans le pays? Bon, comme vous le disiez, docteur Ahmed, tout à l'heure, toutes les Muqata'a ont été sommées d'avoir une structure telle qu'il vient de décrire pour faire face à un éventuel débordement, la qadar Allah. Et effectivement, en Nouakchott Sud quand même, que je connais, il y a effectivement une garde en permanence. Il y a une salle aménagée pour pouvoir prendre en charge un malade en attendant son transfert vers une structure spécialisée, un hôpital. Et toujours du fait de notre expérience, qui est vieille de 3 vagues, à ma connaissance, tous les hôpitaux produisent de l'oxygène. C'est un oxygène qui suit un circuit centralisé, un circuit de tubulure pour alimenter là où il faut. Personnellement, j'ai été confronté à un petit problème, c'est avoir de l'oxygène. Et j'ai découvert qu'il y a des usines qui vendent l'oxygène. Ici à Nouakchott? Ici à Nouakchott. Et j'ai fait appel à une de ces usines, moyennant un prix très abordable. J'ai rempli 2 bouteilles d'oxygène. Et comment s'est régularisée cette vente en oxygène ici? Je ne sais pas. Je sais que j'ai dépêché quelqu'un avec 2 bouteilles d'oxygène et que il les a laissés chez eux 24 heures. Il est revenu les récupérer bien plein d'oxygène. Cette usine que je n'ai pas vue parce que... Est-ce qu'elle est reconnue par l'État mauritanien? Est-ce que cette certainement, usine... Certainement. Elle est dans les environs de... Elle est à Arafat, non,
du côté Carrefour-Nancy. D'accord. Nous allons Donc, pas. j'imagine qu'il y en a d'autres. Et donc, je pense que le problème d'oxygène actuellement Ne se pose pas, ne selon se vous? pose pas. Quant aux autres intrants, les tests pour poser les diagnostics, on n'a jamais eu de problème de rupture. Le ministère fournit régulièrement la direction régionale qui, à son tour, nous fournit à son tour. Donc, dans tous Ouais. les centres, si nous souhaitons nous faire dépister, Oui, il y aura, c'est- la c'est question de la automatique. rupture C'est ne s'est pas automatique. posée ou ne se pose pas. C'est automatique. En Mauritanie, la Mauritanie est traditionnellement le siège de deux endémies, je ne dis pas pandémie, endémies, c'est-à-dire c'est des maladies qui sont là tout au long de l'année, qui ont des pics, des flambées de temps en temps, Et lesquelles? le paludisme et la dengue. Et ça, ce sont des diagnostics différentiels de la Covid. Fièvre, frisson, maux de tête, nausées, bon. Ça prête à confusion. Et donc, le test est impérativement nécessaire pour faire la différence. Des tests pour diagnostiquer un paludisme, des tests pour poser le diagnostic d'une dengue, des tests pour la Covid. Justement, nous avons suivi l'interview du ministre de la Santé hier dans nos studios. Un patient peut se faire dépister aujourd'hui, alors peut-être qu'il ne dispose pas de symptômes, le test peut sortir négatif, 3 jours plus tard, il peut être positif. Parfaitement. Le variant où la maladie ne s'est pas encore déclarée dans son corps. Être négatif le matin et positif le soir, ça c'est fréquent. Et ça rentre dans l'ordre des choses. La Covid, bon, c'est une maladie qui a une incubation d'1 jour à 2 semaines. Je pense que l'incubation pour cette dernière variante Omicron est beaucoup plus courte. Elle est de l'ordre d'1 jour. Donc comment faire face à cela quand on a des symptômes comme des maux de tête par exemple, l'étourdissement ou la fièvre? On se fait tester. On se fait tester, oui, ça peut être négatif aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous conseillez par exemple aux patients? Qu'est-ce que vous conseillez de se faire tester aujourd'hui, d'attendre 2 ou 3 jours plus tard et de se faire tester à nouveau? En principe, une fois qu'on est symptomatique, le test doit être positif. Quand il y a des symptômes, on est positif en principe. Et parlons à présent, messieurs, de la vaccination. Alors, combien de personnes ont reçu, selon vous, on a vu tout à l'heure avec le point de presse hebdomadaire, enfin quotidien, je dis hebdomadaire, quotidien du département de la santé. Au niveau des LMINA, est-ce que vous avez un chiffre des vaccinés ou des personnes qui ont reçu au moins la première dose? Ou la proportion au moins? Est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'affluence, qu'il y a de l'affluence, que les gens viennent vraiment se faire vacciner, qu'ils se sentent concernés par ce Il y a toujours variant? un relâchement de la vaccination dans la période entre 2 vagues. Et à chaque fois qu'il y a l'émergence d'un variant, c'est-à-dire l'apparition d'une vague, les gens, il y a un certain engouement pour la vaccination. Et c'est le cas jusqu'à présent. Et les gens viennent de façon assez acceptable. Je sais qu'à l'échelle nationale, environ plus d'1,4 million, près d'1,5 million ont déjà reçu au moins une dose. Je pense que c'est un record, toute proportion gardée à l'échelle africaine. Nous sommes en bonne place. Docteur Ahmed, est-ce que vous voyez le même engouement au niveau de votre centre pour la vaccination? Ou c'est comme a dit docteur Mohamed, ça dépend aussi, ou c'est entre les vagues, ça dépend? Bon, en réalité, visiblement, vu le résultat qu'ils annoncent chaque jour, Nouakchott Sud est réticent. Réticent à la vaccination? Réticent à la Selon vous, vaccination. qu'est-ce qui explique cela?
C'est notre expérience. Nous sommes sur le terrain. On fait nos maximum pour que les gens aillent se vacciner et pour voir quel est c'est-à-dire les véritables problèmes de Nouakchott. Et on trouve que nous avons des sociétés civiles, nous avons les mairies, nous avons l'administration. Ces trois devaient être collaborants avec les gens de santé. C'est-à-dire les personnels de santé sont prêts à faire leur travail, à vacciner les gens. Ils ont notre ministère nous donne, c'est-à-dire nous avons tous les moyens pour faire notre travail. Et nous avons les vaccins, nous avons les personnels qui sont pour. Et est-ce que vous disposez de 3 vaccins que les gens ont d'habitude, à savoir Johnson c'est-à-dire Johnson, les trois vaccins, AstraZeneca et AstraZeneca, Sinopharm et Johnson. Et nous avons aussi les personnels qui sont prêts à travailler. Mais c'est que le problème que la société civile est réticente. La société civile est réticente à parler aux citoyens pour se faire vacciner. Oui. Donc elle n'est pas elle-même convaincue qu'il faut faire vacciner. Elle fait des cinémas, ils font aller, nous avons distribué des masques, nous avons fait quoi, et fait filmer les gens, et c'est pas ça la réalité. Quand nous avons par exemple la PK8, nous sommes rentrés dans un marché où les gens disent que nous avons distribué les masques, nous avons quoi, et quand les équipes sont dans le terrain, toute une journée, ils trouvent 4 personnes. Et quand c'est-à-dire qu'il appelle les gens pour se faire vacciner, ils disent on ne sont pas pour la vaccination. Donc Mais quelle est la solution que vous adaptez? Quelle est l'approche que vous adaptez maintenant pour essayer de faire vacciner les populations? On ne peut pas les obliger, mais on peut quand même essayer de les convaincre pour leur bien. À mon avis, malgré que Riyad, alhamdoulilah, parmi les Muqata'a qui ne sont pas mal à la vaccination, nous, par exemple, nous avons des chiffres qui ne sont pas mal. Notre cible à l'AstraZeneca, on devait avoir environ 8000. Nous sommes à 7800. Et Sinopharm, on devait avoir 5000, je crois. Nous sommes à 4000 et quelques. Donc les gens viennent quand même se faire vacciner. C'est-à-dire, pour moi, mon avis personnel, c'est que je veux que toutes les structures, surtout de l'État, les écoles, les marchés, les administrations, être un peu sévères. Pour la vaccination? Pour la vaccination et surtout pour la troisième dose. La troisième dose est c'est-à-dire très importante pour ce que je vois à Nouakchott, qu'il faut une véritable sensibilisation. Une autre campagne? De sensibilisation, une campagne de sensibilisation. Moi, je vais vous donner un exemple à la 4e campagne. Nouakchott a vacciné 5000 total. Et quand la société civile a rentré, nous avons vacciné 25 000. 25 000 personnes. 25 000 personnes en durée de 9 jours ou 10 jours. Or qu'il y avait 10 jours avant cette période, les médecins, ils ont tous les moyens pour Donc la campagne de vaccination est importante. Faire une campagne de sensibilisation. Une campagne de sensibilisation et orienter les gens sensibilisés vers la vaccination. Pas la sensibilisation, seulement dire voilà, tiens, prendre les masques. Non, donner les masques, mais aussi vacciner. Est-ce que docteur Mohamed Yahya, vous êtes d'accord avec docteur Ahmed concernant les structures mauritaniennes, l'administration, les écoles doivent être un petit peu sévères pour le vaccin, imposer en quelque sorte le vaccin dans leur structure? Oui, il est certain qu'il faut des mesures
d'incitation. Par exemple, mettre comme condition l'accès aux administrations, aux écoles, comme condition à l'accès peut-être même au marché, aux lieux publics. Aussi bien le port du masque que la présentation d'un carnet de vaccination. Voilà des choses qui inciteraient Selon beaucoup. vous, ça pourrait être une solution? Oui, certainement. C'est une vision mondiale. Ça se fait un peu partout. Rapidement, puisque nous n'avons plus de temps, concernant la vaccination des jeunes, des adolescents de 12 à 18 ans, comment ça se passe chez vous? Il suit exactement la même tendance. Tout à fait au début de cette vague, nous avons décidé de vacciner dans les écoles et nous avions eu beaucoup de problèmes à le faire parce que non seulement le directeur demandait l'aval des parents d'abord, donc ce qui n'est pas facile à avoir. Donc la même équipe pouvait faire le même jour 3 écoles sans pouvoir vacciner. Sans pouvoir vacciner? Oui. Actuellement, ce n'est plus le cas. Il y a des directeurs qui font appel à nos équipes, qui leur ouvrent pour faire vacciner les adolescents, avec les l'accord de leurs parents? Oui. Actuellement, je pense que en Mauritanie actuellement, c'est près de 138 000 jeunes de 12 à 18 ans qui ont été vaccinés. Et pour vous, rapidement, monsieur Dr Ahmed, pour la vaccination des adolescents, comment ça se passe au niveau de Riyad? Est-ce que vous voyez une affluence ou vous remarquez une certaine réticence de ces jeunes ou de leurs parents? Bon, pacifiquement. C'est-à-dire, nous, au début de cette vague, la 5e campagne, il y a des écoles qui ont refusé catégoriquement de faire vacciner les adolescents. Et finalement, on est passé voir les autorités, voir les pères, c'est-à-dire les parents des élèves. Et vous arrivez maintenant à les convaincre? Ça commence à aller, mais doucement. Doucement. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Donc, le temps nous rattrape. Merci d'avoir répondu à nos questions. Docteur Mohamed Yahya, merci à vous. Mohamed Hassid Mohamed, merci. Vous êtes le médecin-chef de la Muqata d'El Mina. Et merci également à vous, Docteur Ahmed El Haj, médecin-chef de la Muqata de Riyad. Merci de nous avoir accompagnés pour notre Zoom de ce soir qui est axé sur Covid-19. On aurait aimé avoir plus de temps, mais voilà, c'est comme ça. Merci à vous et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Merci à nos chers téléspectateurs aussi de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bonne soirée.